Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire La médiation, c'est maintenant, organisé par les services de résolution des différends de la Chambre de commerce internationale. Donc, je me présente rapidement. Je suis Laetitia de Montalivet, directrice Europe pour l'arbitrage et ADR au sein de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui ma collègue Alia Lajmi, responsable du Centre international ADR d'ICC, qui est le centre qui gère notamment la gestion des procédures de médiation, mais aussi, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui évidemment, l'expertise dispute board et les docdex. Et avant de rejoindre le centre ADR, Alia a été conseiller adjoint au secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage d'ICC et des années pendant lesquelles elle a administré des centaines de procédures d'arbitrage de CCI. Donc, elle a cette double expérience d'arbitrage et de médiation. Elle est aussi avocate admise à exercer en France et en Tunisie. Alia, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Martin Hauser qui va partager avec nous sa grande expérience de médiateur et d'expert internationalement reconnu en médiation et négociation interculturelle. Martin a plus de 30 ans de pratique en tant qu'avocat d'affaires, en contentieux commercial, en arbitrage international et en négociation. Il est avocat au barreau de Munich et de Paris, où il a notamment cofondé le cabinet BMH Avocat. Il est docteur en droit, il a été un moment chercheur en droit français de la propriété intellectuelle et de la concurrence à l'Institut Max Planck, et il est aujourd'hui basé à Munich et travaille exclusivement en tant que médiateur commercial sur la résolution des conflits juridiques complexes et émotionnels. Et il s'intéresse d'ailleurs particulièrement aux aspects psychologiques, que je pense qu'il nous en dira quelques mots aujourd'hui. Il a une grande expérience des médiations transfrontalières et qu'il peut mener indifféremment en français, anglais et allemand. Il est un médiateur agréé en Allemagne et en France, accrédité auprès des grandes institutions de médiation, dont bien sûr notre Centre international d'ADR de la CCI. Et enfin, parce que Martin fait beaucoup plus d'autres choses, beaucoup de choses, mais j'ai dû sélectionner. Il a été sélectionné justement par le Wuzwo Legal, médiation 2019 pour la France et médiation 2020 pour l'Allemagne. Bonjour Martin. Merci, bonjour Laetitia. Voilà, je crois que nous sommes en bonne compagnie pour parler de médiation et notamment de médiation en temps de crise, car évidemment, ce que nous vivons avec le Covid-19 peut être étendu à d'autres moments de crise et il y a d'intéressantes leçons à en tirer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le déroulement de ce webinaire. Il va durer 1 heure. Nous avons prévu un temps de questions-discussions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez donc pas à poser des questions dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, il faut cliquer sur la petite icône où il y a un point d'interrogation dans la barre. Et vous pouvez poser vos questions de manière anonyme ou pas. Alors évidemment, nous sommes limités en temps, donc il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions, mais nous serons ravis de le faire postérieurement. Et dans ces cas-là, bien sûr, ne posez pas votre question de manière anonyme. Le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le web dans quelques jours. Voilà pour les questions pratiques. Alors, pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, vous savez que la médiation est un des principaux services de résolution des conflits proposés par la CCI avec l'arbitrage. Et aussi, on parle beaucoup de médiateur, qui serait la profession du XXIe siècle. Donc, Martin nous en dira peut-être quelques mots. Alia, est-ce que vous voulez commencer en nous disant ce que c'est qu'une médiation commerciale et quels sont les avantages d'une médiation CCI? Merci Laetitia et merci à tous de suivre ce webinaire. J'espère que vous allez tous bien. Et je commencerai par rappeler à nos auditeurs que le règlement de médiation, CCI, est inclus dans le même livret que le règlement d'arbitrage, pour ceux qui l'ont en version papier. Pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, il est disponible sur notre application ICC DRS et notre site web, donc dans plusieurs langues. Donc, le règlement ne prévoit pas de définition de la médiation, mais cette définition peut être trouvée sur la note d'orientation sur la médiation qui a été établie par la commission d'arbitrage et ADR de la CCI et qui prévoit que la médiation est une formule de règlement des différends flexible, privée et confidentielle, dans le cadre de laquelle le médiateur agit en qualité de facilitateur neutre afin d'aider les parties à parvenir à un accord négocié mettant fin à leurs différends. Les parties sont maîtres de leur décision de conclure un tel accord
ainsi que de ces termes. Donc déjà, on peut entrevoir certains avantages de la médiation et qui sont assez nombreux, je dirais. Donc, quels sont les avantages de la médiation CCI? D'abord, la médiation CCI est une procédure rapide. On a une durée moyenne des procédures de 4 mois à partir du moment où les parties, où le demandeur va soumettre une demande de médiation au centre jusqu'à la clôture de l'affaire. Ensuite, elle est peu coûteuse comparée à d'autres procédures. Donc, la moyenne des coûts d'une procédure de médiation l'année dernière, en 2019, s'élevait à 14 000 $. Et ce montant inclut et les honoraires du médiateur et ses frais, ainsi que les frais de la CCI. Et là, je vous parle en fait de litiges dont le montant s'élève parfois jusqu'à quelques centaines de millions de dollars. Donc, les coûts s'adaptent bien évidemment aux particularités de chaque affaire. Ils ne sont pas basés sur le montant en litige comme ils le sont en arbitrage. Ils sont plutôt basés sur le taux horaire du médiateur et le temps passé par le médiateur. Donc, certaines affaires ont des montants en litige très bas et le centre va s'adapter et adapter des coûts, bien entendu. Donc, on peut dire que c'est un élément qui va être pris en considération, non seulement dans la fixation des coûts, mais aussi dans le choix du médiateur. Ensuite, je dirais que la procédure est confidentielle. Alors, elle est confidentielle, il s'agit d'une obligation qui s'impose aux parties, qui s'impose au médiateur et qui s'impose au centre. Et c'est une obligation qui est prévue par le règlement. C'est l'article 9 de notre règlement. Donc, les parties, bien sûr, sont libres de conclure un accord ultérieur pour préciser leurs obligations de confidentialité. Mais déjà, quand elles se mettent d'accord, elles conviennent d'appliquer le règlement de médiation, elles ont déjà cette obligation qui s'impose à elles. Ensuite, le taux de réussite des médiations est assez important pour des litiges internationaux que l'on gère. Alors, plus de 50% de nos affaires transigent lorsque les parties se rencontrent avec le médiateur. Et là est la difficulté de la médiation en général, c'est d'amener les parties jusqu'à la table de la médiation. Certaines affaires ne transigent pas pendant la procédure, mais parfois, quelques parties nous appellent quelques mois après que la procédure soit terminée pour nous dire que finalement, les parties ont transigé. Ce n'était pas dans le cadre de la procédure elle-même, mais c'était grâce à la médiation qu'ils ont transigé quelques mois plus tard. Et je dirais que même si elle ne résout pas entièrement l'affaire, la médiation agit en tant que filtre parce qu'elle permet aux parties de mieux comprendre leur litige, de mieux comprendre leur demande, peut-être de changer leur quantification, de changer leur nature, de les réduire, voire même de les supprimer. Et on voit certaines affaires qui commencent en médiation, avec des montants en litige assez importants qui sont vraiment réduits quand ils passent en arbitrage. Donc déjà, je dirais que ça, c'est déjà une économie de temps et de coûts. Ensuite, bien sûr, ça s'applique à toutes les médiations. La procédure de médiation elle permet aux parties de continuer leur relation contractuelle. Elle ne la rompt pas, contrairement à d'autres procédures. Et il y a même certains domaines et certains secteurs dans le commerce international où les parties, il y a très peu d'acteurs. Et donc, les parties ont besoin l'une de l'autre pour fonctionner. Par conséquent, elles n'ont pas vraiment le choix. Il vaut mieux qu'elles transigent et qu'elles trouvent, en tout cas, une solution à l'amiable plutôt que de commencer un arbitrage ou une procédure judiciaire. Et enfin, je dirais que la médiation CCI a l'avantage d'être une médiation institutionnelle. Elle fournit un cadre rassurant pour les parties. Et comme c'est le règlement de médiation, comme tous les autres règlements de la CCI, offre ce cadre structuré qui va viser à assurer la transparence, l'efficacité et l'équité du processus de règlement de différends. Donc, en optant pour les services du centre ADR, en matière de médiation, les parties bénéficient de l'expertise, je dirais, aujourd'hui incontestable de la CCI en matière d'administration des litiges internationaux. Par ailleurs, comme le secrétariat le fait pour les affaires d'arbitrage, le centre va s'occuper de l'aspect financier des affaires, va s'occuper de trouver le meilleur médiateur pour l'affaire,
Donc, il y a le profil recherché par les parties, parfois très spécialisé, hein, parlant plusieurs langues, et ceci grâce au réseau que la CCI a partout dans le monde, ces comités nationaux qui sont présents partout dans le monde. Et grâce à ça, le centre va pouvoir mettre en place le meilleur médiateur pour l'affaire, qui va se rendre disponible et qui va bien sûr remplir une déclaration d'acceptation, d'indépendance et d'impartialité, comme c'est fait aussi en matière d'arbitrage. Merci Alia d'avoir posé ces bases. Et du coup, je me tourne vers Martin, et vous en tant que médiateur, pourquoi la médiation marche et pourquoi le recours à la médiation peut être accéléré en ces temps de crise? Merci Laetitia et Alia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi la médiation marche-t-elle? Ou comme un avocat indien m'a demandé un jour, What is the magic of mediation? Lorsqu'une partie fait valoir un droit, elle provoque en règle générale immédiatement l'opposition de l'autre partie. L'escalade du conflit s'enchaîne et provoque des émotions de plus en plus fortes chez les deux parties. C'est l'exemple, certes un peu galvaudé, de la dispute entre deux sœurs. C'est orange est à moi. Non, tu as tort, c'est orange est à moi. Et ainsi de suite. Il faut dire que je l'ai d'ailleurs vu en pratique dans un litige international où deux brevetés revendiquaient depuis des années, devant des tribunaux en France et à l'étranger, le brevet déposé par l'autre dans son pays qui portait sur la même invention. Pour cette raison, le concept de la négociation raisonnée de l'école de Harvard ne s'attache pas aux positions juridiques, mais cherche à explorer les intérêts sous-jacents des parties dont elles poursuivent la satisfaction. C'est la base et le cœur de la médiation contemporaine. En effet, les psychologues, dont Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui avait étudié chez Carl Rogers, vous savez, le fondateur de la psychologie humaniste dans les années 50, ils estiment que chaque être humain a les mêmes besoins de base. Et pour simplifier un tout petit peu, les humains se comprendraient donc plus facilement lorsqu'ils expriment leurs intérêts et besoins que lorsqu'ils présentent des revendications abstraites en droit. Je reprends l'exemple des deux sœurs. Si on leur demandait pourquoi souhaitez-vous avoir l'orange ou que souhaitez-vous faire de cette orange, autrement dit, quel est votre intérêt d'avoir cette orange, on apprendrait peut-être que l'une se régale du jus d'orange alors que l'autre souhaite avoir le zeste pour faire un délicieux gâteau. D'ailleurs, dans mon exemple de revendication de brevet, les intérêts des deux parties les ont conduits à se mettre d'accord en 2 minutes, je vous jure, 2 minutes. Chacune garde son brevet dans son pays. Bon, certes, l'affaire était plus complexe, mais sur ce point-là, où ils sont chamaillés pendant des années devant les tribunaux, c'était réglé en 2 minutes, sur la base des intérêts. Donc, dans une telle situation, les intérêts des deux parties pourraient être satisfaits à 100%, alors que les positions en droit étaient parfaitement inconciliables. C'est ce qu'on appelle le win-win. Bien entendu, les parties pourraient négocier seules, elles pourraient faire ça et appliquer le principe fondamental sans aucune difficulté, mais elles sont personnellement impliquées. Et il est plus aisé pour un tiers neutre, un médiateur avec du recul, de traiter les émotions, de structurer les débats et de poser les questions visant à prendre conscience des intérêts et de veiller surtout à la totale confidentialité sans laquelle les parties ne dévoileraient pas leurs intérêts commerciaux. Voilà rapidement pourquoi la médiation marche. Maintenant, pourquoi le recours à la médiation pourrait-il être accéléré en ces temps de crise? La pandémie, l'angoisse partagée par les habitants de la Terre face à la maladie et à la mort les rapproche. Les défis économiques sont immenses. Toutefois, ce rapprochement ne signifie pas pour autant qu'il y aurait désormais plus de conflits, plus de litiges commerciaux et que nous vivrons dans un monde de bisounours en totale empathie les uns envers les autres. Le contraire sera le cas. Il y aura plus de conflits et plus de litiges commerciaux. Mais le conflit en tant que tel n'est pas ipso facto négatif puisqu'il fait avancer les choses. La question se pose, comment résoudre un conflit de façon consensuelle entre les parties ou par décision autoritaire d'un tiers? Une décision judiciaire et arbitrale ne pacifie que rarement une relation conflictuelle et souvent source de perte de temps et d'argent
et conduit rarement à l'exécution spontanée de la décision à venir, contrairement à un accord négocié. Les échanges commerciaux internationaux sont mis à mal par la crise. Compte tenu de la mondialisation, les litiges sont donc en grande partie transfrontaliers. Ils opposeront des parties de langues et de cultures différentes. Il y a des disparités dans la gestion de la crise au niveau international et dans ses conséquences. Les parties auront vécu des expériences différentes dans leurs pays respectifs, parfois plus ou moins douloureuses. Ces différences dans le contexte anxiogène pourraient vite se révéler comme un nouvel obstacle à une solution négociée directement entre les parties. Un médiateur avec une compétence interculturelle saura en tenir compte afin que chaque partie se sente entendue. Alors, malgré ces avantages évidents, il est vrai que jusqu'alors, les acteurs ne se sont pas massivement approprié la médiation comme moyen de résolution de conflits. Qu'est-ce qui peut alors changer avec la crise? Je souhaite aborder ici deux obstacles à la médiation. L'un est psychologique et l'autre est culturel. La crise pourra très vite les faire évoluer en faveur de la médiation. Premier point, obstacle psychologique. Traditionnellement, les parties impliquées dans un conflit commercial le règlent devant les tribunaux étatiques ou commerciaux, dans un esprit combatif afin de remporter la victoire sur l'autre, et ce, avec une certaine jouissance, un certain enthousiasme. Souvent, elles se laissent guider par des perceptions excessivement optimistes de leur situation juridique, ce qu'on appelle le win-lose, qui contraste bien avec le win-win de la médiation. Par ces pulsions, l'homme serait préprogrammé pour vaincre, ce qui expliquerait pourquoi, intérieurement, il aurait du mal à se familiariser avec l'idée selon laquelle, dans une médiation, les deux parties sont susceptibles de gagner. Cependant, cette pulsion agressive peut aussi être satisfaite par une certaine reconnaissance exprimée par l'autre. Dans la crise, une telle reconnaissance réciproque paraît être facilitée puisque chaque partie a déployé des efforts pour en contenir les conséquences, malgré leur désaccord sur leurs obligations contractuelles. Aussi, par ses capacités cognitives, l'homme canalisera avec le temps ses pulsions contre la gestion future des conflits avec un effet motivateur au profit de la médiation. La crise accélérera très certainement cette évolution puisque les parties ont conscience que la cause du litige est d'un élément commun et extérieur et que ce n'est pas la faute de l'une ou de l'autre partie. Une telle reconnaissance facilitera également au sein membre du processus de médiation le développement d'options pour résoudre le litige. Ces options pourraient tenir compte du peu de visibilité quand aujourd'hui les parties sur l'évolution de la crise, l'ouverture des frontières, les moyens de transport, les mesures administratives, etc. Les parties pourraient donc prévoir de se revoir avec le médiateur dans des laps de temps réguliers, sauf urgence évidemment, pour faire le point. Alors le deuxième obstacle, rapidement, c'est un obstacle culturel. Il pourrait aussi vite évoluer. Traditionnellement, les litiges commerciaux sont tranchés en parfaite verticalité par un tribunal étatique ou arbitral qui rend une décision autoritaire qui s'impose aux parties. Cependant, à une époque où les innovations s'accélèrent, où l'utilisation d'Internet et des échanges transfrontaliers explosent, les attentes des acteurs économiques ont évolué. Une forte demande d'horizontalité se fait sentir et témoigne de l'aspiration et de l'évolution vers plus d'autonomie individuelle. Certes, la présente crise appelle un retour de l'exécutif de la verticalité, mais avec une certaine défiance. Nous sommes collectivement affectés par la pandémie. Chacun expérimente et prend conscience de son autonomie, de sa responsabilité vis-à-vis de l'autre, d'un esprit de solidarité, même d'une certaine fraternité. On parle aussi d'humilité et de responsabilité collective. Les acteurs du commerce ont conscience que les litiges nés de la crise ont leur origine dans la modification générale de l'équilibre des contrats dû à un changement de circonstances qui ne pouvait être prévu au moment de sa formation. A priori, aucune partie n'est fautive. Les adaptations contractuelles sont donc nécessaires. Dans une telle situation, tout au moins en France, l'article 1195 du Code civil, codifiant la théorie de l'imprévision, invite littéralement les parties à prendre l'initiative et à renégocier leur contrat. S'il n'y a pas d'accord, c'est le juge qui pourra le réviser à leur place. Mais qui connaît mieux que les parties elles-mêmes leurs véritables intérêts et besoins? Les tribunaux étatiques seront débordés.
Les tribunaux arbitraux se mettent au digital conformément à la note d'orientation de l'ICC du 9 avril 2020, mais ces procédures formalisées qui doivent respecter le principe du contradictoire sont assez lourdes. Cependant, les situations d'urgence nécessitent d'être résolues rapidement, efficacement, à moindre coût. La médiation, avec sa posture souple, s'est vite adaptée et opère désormais pleinement par visioconférence. Elle peut rapidement être mise en place, comme Alia nous a expliqué, sans aucune formalité autre que l'accord des parties. Voilà pourquoi nous considérons que le recours à la médiation pourrait être accéléré en ces temps de crise. Voilà, je m'arrête là, Laetitia. Donc, merci Martin. Je vois que la médiation est tout à fait d'actualité. Alors, je me retourne maintenant vers l'institution. Alia, pouvez-vous nous dire un mot sur les secteurs qui seraient touchés par la crise et dans lesquels les parties pourraient utiliser la médiation pour résoudre leurs litiges? Oui, alors comme Martin l'a indiqué, en effet, le commerce international est très affecté par la pandémie, hein, et le confinement qui s'en est suivi. Je dirais que la plupart des secteurs sont concernés. Certains ont été favorisés par la crise, mais d'autres ont beaucoup souffert. Il suffit de lire la presse locale et étrangère pour en réaliser l'ampleur. Pour ne citer que quelques secteurs, alors je dirais le secteur de la construction, les grands projets de construction, grands projets internationaux, hein, de construction qui ont été interrompus. Aussi, il y a de forts risques que de nombreux projets de la nouvelle route de la soie qui a été initiée par la Chine, plus communément appelée en anglais Belt and Road Initiative, seront affectés par cette crise. Mais aussi à le secteur de l'énergie avec le prix du pétrole qui a chuté, le secteur du transport avec les compagnies aériennes qui ont été fortement impactées, les constructeurs automobiles qui sont aujourd'hui en danger, le secteur du tourisme, celui des loisirs, du textile et j'en passe. Donc ce sont des secteurs qu'on voit déjà dans nos affaires. Bien avant la crise, c'était les secteurs qu'on rencontrait le plus dans nos affaires. Et il s'agit parfois des litiges très simples qui nécessitent que quelques heures de médiation, mais aussi parfois des litiges très complexes, très techniques, je dirais, qui impliquent, donc qui se basent sur plusieurs contrats, qui impliquent plus de 2 parties, donc parfois même des parties non signataires ou des parties étatiques, hein. On a beaucoup d'États qui utilisent la médiation CCI. Donc je dirais que beaucoup d'acteurs du commerce international ont déjà utilisé la médiation pour résoudre leurs litiges, et je pense qu'avec les conséquences de cette pandémie, nous les verrons peut-être l'utiliser aussi dans les mois qui viennent. Alors pour ceux qui se posent la question, le nombre d'affaires de médiation qu'on reçoit au centre ADR n'ont pas vraiment augmenté depuis le début de la crise. On continue à recevoir un nombre constant d'affaires et qui ne sont pas liées au Covid, hein. Mais je pense que les répercussions, de toutes les façons, se font malheureusement, hein, sentir dans les mois et les années qui viennent. Et j'espère que les entreprises utiliseront la médiation pour résoudre leurs litiges. Merci Alia. Ça, c'était pour les secteurs. Maintenant, je me retourne vers Martin. Pourriez-vous nous dire un mot sur quel type de litige, du coup, pourrait naître de la crise actuelle? Volontiers, Laetitia. Ben, on l'a déjà dit, la crise est inédite, hein. Les acteurs du commerce sont conscients que les litiges sont nés d'un changement de circonstances non prévisible, a priori sans qu'aucune partie ne soit fautif. Alors, cela étant dit, ce constat à lui-même ne règle pas les différends contractuels. Donc, des adaptations des contrats seront nécessaires là où les obligations ne peuvent pas être exécutées dans les délais ou ne peuvent pas être exécutées du tout. De plus, il pourrait y avoir un nouveau type de litige à survenir. On peut distinguer à peu près 5 typologies de litiges nés ou pouvant naître de la pandémie et du confinement susceptibles de traiter en médiation. Je vais essayer de résumer ça un tout petit peu. Le premier cas de figure, on parle déjà de la catastrophe des délais de paiement. Alors, les retards de paiement s'amplifient dans l'industrie, dans la construction, mais un peu partout. Se pose la question du rééchelonnement de la dette, d'accorder des délais de paiement. Qu'est-ce qu'on fait avec des pénalités de retard? Un grand nombre d'entreprises actuellement confrontées à un désengagement des assureurs crédits qui garantissent contre les défauts de paiement de leurs clients. Il s'agit pour les entreprises d'éviter l'ouverture de procédures collectives.
Deuxième cas de figure, retard ou refus de livraison par le fournisseur en raison de l'indisponibilité des main-d'œuvre. Ali a déjà mentionné, dans la construction, les chantiers étaient à l'arrêt. Il y a un manque de composants et de matières premières qui retardent et empêchent la fabrication et l'assemblage. Nous l'avons déjà vu avec des médicaments, des produits sanitaires, des matériaux électroniques, y compris des portables. En revanche, il y a d'autres secteurs qui connaissent subitement un tel succès, qui sont également dépassés et accumulent des retards. Dans l'électronique, vous l'avez peut-être essayé, difficile de trouver des webcams ou des casques. Dans le numérique, les solutions visioconférence, des adaptations se font attendre. Et on est en train de développer des solutions logicielles qui permettent de continuer de reprendre l'activité économique tout en limitant les contacts physiques. Mais tout ça, ça prend un certain temps, sauf exception. Le commerce en ligne connaît des délais rallongés et les industries agroalimentaires également très sollicitées pendant la crise peuvent connaître des retards. Les réseaux de distribution avec leur chaîne de contraintes cascade sont également concernés. Et ensuite se pose la question, quelles sont les obligations qui pèsent sur un fournisseur défaillant? Est-ce qu'il a des obligations d'information sous respect d'un certain délai? Est-ce qu'il doit se sourcer ou essayer de se sourcer ailleurs? Est-ce qu'il doit transférer la production ailleurs? Est-ce qu'il doit choisir un autre moyen de transport? Et le cas échéant, comment apporter la preuve de la force majeure? Le troisième cas de figure, c'est le retard ou le refus de prise de livraison par le client. Donc, c'est le co-contractant de l'autre côté. La marchandise commandée ou fabriquée, souvent à l'étranger, ne pourra pas ou plus être écoulée et sa prise de livraison est retardée, voire refusée. Cela peut être le cas dans le textile, cela peut concerner des biens durables, juste à titre d'exemple, bon, ça peut concerner des réfrigérateurs comme des voitures, mais aussi le pétrole, en raison de la chute drastique des prix. Il y a moins de demandes. Et le quatrième point, c'est l'inexécution des contrats. Alors là, clairement, sans concerner le tourisme, comprenant le transport aérien, l'hôtellerie, toute la filière de mobilité. On parle maintenant de plus en plus de démobilité, l'aéronautique, le trafic aérien, la construction automobile, mais aussi le secteur des théâtres, art, cinéma, production audiovisuelle, festival de cinéma, de musique. J'évoque juste Cannes, Avignon, Bayreuth, il y en a d'autres, et aussi le secteur des assurances. L'immobilier commercial sera également confronté à des questions d'inexécution. Et certains évoquent même la transformation du secteur du luxe et de la mode et de la beauté. Et enfin, il pourrait y avoir des conflits d'un type nouveau. J'essaie de traduire en français, j'appellerais ça des conflits d'allocation ou de justice. Pour ceux parmi vous qui parlent allemand, on dirait Gerechtigkeitskonflikte, qui pourraient entre autres porter sur le rapport entre les générations face à la crise sanitaire et surtout ses conséquences économiques. Et aussi des questions comme l'accès prioritaire ou non à des vaccins, aux médicaments contre le Covid et sur des questions de brevets d'invention, etc. Voilà, je m'arrête là. Merci, Laetitia. Merci Martin. Merci à vous deux d'ailleurs. Donc, on voit que cela touche un très grand nombre de secteurs et dans des domaines très variés, tout type de litiges. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je rappelle juste que on prendra un temps à la fin de ce webinaire pour le faire. Donc, ne vous découragez pas. Voilà. Alia, vous nous avez dit que certains acteurs du commerce international utilisaient déjà la médiation comme mode de résolution des litiges. Pourriez-vous nous expliquer comment les parties peuvent commencer une procédure de médiation ICC aujourd'hui? Quels sont, par exemple, les différents cas de figure offerts aux parties? Oui, alors bien sûr, si dans leur contrat, les parties ont une clause de médiation CCI, il est possible de l'actionner. Ça dépendra bien entendu de la formulation de cette clause. Il est aussi possible de signer un compromis de médiation. Donc, une fois que le litige est né, on se met d'accord pour avoir une médiation CCI, ou bien d'introduire une requête de médiation conjointe qui fera pour nous office d'accord des parties sur la médiation. Et ça, c'est une chose qu'on ne voit pas vraiment dans les autres procédures, hein, deux parties qui commencent ensemble une procédure. Donc, il est enfin possible d'initier une médiation sans accord préalable. Et ça, c'est en application de notre article 3. Et en fait, c'est une possibilité qui est donnée aux parties. Donc, une partie peut vouloir offrir ou proposer à une autre
d'avoir une procédure de médiation CCI. Et comment ça marche? Donc, en fait, cette partie va introduire une requête et par l'intermédiaire du centre qui va notifier à l'autre partie donc cette requête et qui va lui donner un délai pour accepter ou non d'avoir une procédure de médiation CCI. Alors, l'autre partie va accepter ou non. Soit elle accepte et dans ce cas, bon, il y aura une médiation CCI qui commencera. Si elle n'accepte pas, la médiation n'aura jamais commencé puisqu'il n'y a jamais eu accord sur la procédure. Alors, c'est vrai que la plupart de nos affaires de médiation CCI sont basées sur un accord préalable. Hein. La plupart sont basées soit, comme je vous ai dit, sur une clause, soit sur une requête conjointe, soit sur un compromis. Mais on a quand même quelques affaires qui ont commencé sur la base de cet article 3, donc sans accord préalable. Et on a même une affaire intéressante qui était basée sur un traité bilatéral d'investissement. Et l'investisseur avait proposé à l'État d'avoir une médiation CCI et l'État a accepté. Donc, il y a eu une médiation entre ces deux parties. Alors, bien sûr, on peut avoir donc soit une médiation administrée par le centre ou bien le centre peut juste nommer un médiateur. Donc, ça serait dans une procédure ad hoc. Bien sûr, là, les coûts sont réduits, en tout cas les coûts de la CCI, ils seront plus réduits. Et cette nomination, en fait, elle est gratuite pour les parties qui sont dans un arbitrage CCI en cours. Donc, pour les parties qui sont dans un arbitrage CCI qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter pour que si vous voulez bien sûr essayer la médiation et vous voulez avoir la nomination d'un médiateur par le centre, n'hésitez pas à nous écrire. Bien sûr, il faut qu'il y ait un accord des parties sur cette nomination. Alors, c'est possible d'avoir une médiation avant l'arbitrage, pour juste citer l'arbitrage, hein, on peut aussi parler des procédures judiciaires, pendant l'arbitrage ou post-arbitral. Alors, et les deux règlements, le règlement d'arbitrage et le règlement de médiation CCI, permettent les deux, dans certains cas, des transferts d'argent de l'affaire d'arbitrage à l'affaire de médiation. Donc, imaginons qu'on est dans un arbitrage et que les parties veulent quand même commencer une procédure de médiation. Donc, selon certaines conditions, une somme peut être transférée dans le compte de médiation. Alors, bien sûr, si les procédures sont parallèles, c'est aux parties de se mettre d'accord de suspendre ou pas l'autre procédure. Donc, je dirais que les parties aussi peuvent s'accorder pour avoir une médiation sur la base d'un rapport d'expertise. Et ça, on le voit aussi dans nos affaires. Sur la base d'un rapport qui est technique, les parties peuvent avoir une médiation avec l'aide d'un médiateur qui va les aider à trouver une solution à leur désaccord. Ou bien, on peut voir des médiations à la suite d'une décision ou d'une recommandation qui a été rendue par un dispute board. Donc, ça, c'est aussi possible dans la pratique. Et enfin, comme je vous disais au début, il est possible d'avoir une médiation post-arbitrale, c'est-à-dire une sentence arbitrale qui aurait été rendue par un tribunal arbitral, mais que les parties n'arrivent pas à exécuter. Elles peuvent très bien avoir recours à un médiateur pour qu'il les aide à exécuter la sentence. Alors, bien entendu, hein, pour les contrats qui sont en cours de négociation, moi, je conseillerais d'inclure des clauses de médiation. Et je pense que toutes les parties, désormais, prendront en considération des situations telles que l'on vit actuellement. Les parties, bien sûr, peuvent utiliser nos clauses modèles hein, qui sont dans le règlement de médiation. La clause D, c'est une clause qui prévoit d'abord d'avoir une médiation pendant une durée. Et si la médiation ne marche pas, elles peuvent commencer un arbitrage. C'est celle qu'on voit le plus dans nos affaires. Aujourd'hui, je pense que, bien sûr, les parties peuvent utiliser cette clause D, mais aussi elles peuvent prévoir des clauses dans lesquelles il est possible de prévoir la médiation tout au long de la vie d'un arbitrage, par exemple. Par exemple, après l'acte de mission ou après qu'une sentence partielle ait été rendue ou après une audience. Donc, je pense que les parties vont prendre en considération et devraient le faire en tout cas
ces circonstances exceptionnelles et les faire un peu transparaître et avoir la possibilité d'avoir une médiation à n'importe quel moment et surtout dans des situations imprévisibles comme celle que l'on a vécue. Donc, OK, donc maintenant la médiation est commencée. Les parties se sont mis d'accord sur une clause ou plus tard, comme vous nous l'avez expliqué. Et maintenant, vous, Martin, autant que médiateur, en ces temps de crise, comment on organise une session de médiation? Comment tenir une session de médiation alors qu'il y a cette distanciation sociale? Comment faites-vous? Merci Laetitia. Alors, jusqu'ici, évidemment, les parties, le médiateur, se sont sur le continent européen, disons, essentiellement rencontrés en personne. Il est arrivé qu'il y avait des parties qui participaient parce qu'ils étaient aux États-Unis ou ailleurs et ils ne pouvaient pas se déplacer par visioconférence ou par téléphone, mais que toute la médiation a eu lieu par visioconférence, c'était extrêmement rare. Alors, depuis la fermeture des frontières et le confinement des populations, des réunions en personne sont devenues absolument impossibles. Les médiations en cours se sont poursuivies par visioconférence et les nouvelles médiations ont été mises en place par visioconférence. Alors, certains médiateurs ont eu la chance d'apprendre rapidement comment faire par des collègues américains, parce que les Américains ont une certaine longueur d'avance sur nous, puisque le pays est tellement grand, ils ne sont pas toujours par le passé déjà déplacés pour toutes les réunions, donc ils avaient l'habitude d'utiliser la visioconférence. Moi, je peux dire aujourd'hui de mon expérience personnelle que la médiation par visioconférence, ça fonctionne. Maintenant, il y a quelques différences qui nécessitent d'être soulevées. Il y a des avantages, il y a des limites. Alors, la visioconférence permet de se voir. Comme nous ici aujourd'hui, on voit le body language, les gestes, la mimique, voilà, on voit une image. On peut s'entendre, la variation du ton, du volume des pauses, mais ce qui manque, c'est sentir l'énergie dans la salle. C'est sentir la réaction des autres participants dans la pièce lorsqu'une personne parle. Nous essayons en permanence de compenser ce manque de sens, le toucher, l'odorat, en quêtant les plus ou moins petites images qui se trouvent sur l'écran. C'est extrêmement fatigant pour chacun, d'où d'ailleurs, vous l'avez entendu, cette raison d'expression de Zoom fatigue. À propos Zoom, Zoom s'est révélé d'être à la hauteur du moment, tout au moins sur le plan technique. Contrairement à ses concurrents, Zoom permet avec une grande facilité de créer des salles pour les apartés, les caucus, autant que vous souhaitez. C'est absolument formidable. Le médiateur peut permettre aux parties, à leur demande, de partir en réunion interne pour se concerter avec leurs conseils, parce qu'évidemment, c'est plus possible de se donner des petits coups sur la table en disant j'aimerais bien qu'on arrête là et j'aimerais bien avoir mon conseil. Tout le monde est sur un écran. Donc, ça fonctionne très bien. On lève la main et on part en salle d'aparté. Le médiateur, lui, à son tour, peut faire l'aller-retour entre chaque groupe, comme, entre guillemets, dans la vraie vie. Ça ne change pas et ça fonctionne très, très bien. Ensuite, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le logiciel permet de le paramétrer de sorte que chaque participant soit accueilli non pas directement dans la salle plénière virtuelle, mais dans une salle d'attente. Alors, il faut qu'il sonne et le médiateur laisse rentrer. Il est arrivé que des liens ont été donnés ou ont été pris par quelqu'un d'autre. Donc, voilà, la prudence commande ça. On laisse rentrer à tour de rôle les participants. C'est dans l'intérêt des parties. Alors, les réunions par visioconférence ont l'avantage, évidemment, de faire économiser à chaque participant énormément de temps, d'argent et augmentent énormément la disponibilité des parties, leurs avocats, mais aussi du médiateur. Puisque ces médiations par visioconférence sont fatigantes, autrement fatigantes, il est toujours utile de prévoir, de mon point de vue, une journée de médiation pour maintenir cette dynamique qui s'installe, mais de couper en tranches de 1h30, 2 heures, suivi de 30 minutes de pause, où tout le monde reste connecté, tout le monde reste en ligne, mais on coupe le son et l'image. Dans la mesure où chacun reste quand même collé devant son écran, il manque quelque chose de très important, c'est l'expérience du partage. Dans la vraie vie, entre guillemets, nous partageons un café, un cookie, un repas, nous établissons des documents ensemble, nous nous serrons la main lorsqu'un accord a été trouvé, etc. Ce n'est pas possible dans la visioconférence. Alors personnellement, je n'ai trouvé que 3 substituts à ce moment-là. Au début d'une médiation, je fais partager par
le partage écran, une feuille de présence avec un rappel de la clause de confidentialité et j'invite chaque participant à tour de rôle de demander le contrôle de mon document Word afin de signer avec la souris de son ordinateur. Je peux vous dire, la bonne ambiance est garantie malgré le conflit. Voir des signatures des uns des autres, parfois plus ou moins hasardeuses, à effacer avec la gomme électronique et à refaire, les fait beaucoup rire. Ça détend énormément l'ambiance. Ensuite, je partage, comme on fait dans une salle de médiation, un tableau sur lequel on note les sujets et d'autres thèmes d'ailleurs dont les parties souhaitent parler. Et enfin, lorsqu'un accord est trouvé, alors là, à défaut de contact physique sous forme de serrage de main ou d'accolade, je propose que chacun aille chercher un verre afin de trinquer tous ensemble. C'est au moins ça. C'est partagé par l'intermédiaire de l'écran, mais c'est un geste commun. En revanche, la signature d'un accord, alors là, il n'y a rien de spécial, de particulier dans la médiation en visioconférence. Chaque partie signe un exemplaire, les deux avocats le scannent et l'échangent entre eux par email avec une copie au médiateur. Et puis les originaux circuleront comme d'habitude. En médiation par visioconférence, l'accent doit être mis sur la préparation. Je fais toujours une préparation avec les avocats. Elle me paraît clé pour que tout le monde puisse se familiariser avec le processus et en plus, aujourd'hui, avec l'outil informatique. Et puis, je propose un caucus d'ordre technique avec chaque partie avant la réunion de médiation afin de faire connaissance, de tester le son, l'image et ainsi de rassurer tout le monde sur le déroulement de la réunion. Mais d'arriver une fois, entrer dans une médiation et de voir une partie qui était comme ça, parce qu'elle était sur deux écrans. Alors, inutile de vous dire que ça ne va pas très loin et c'est comme délicat de demander à la partie de se repositionner. Enfin, il est important d'échanger en amont les numéros de portable et le médiateur doit pouvoir improviser lorsqu'il y a un incident technique parce qu'il arrive que les personnes sont déconnectées, il arrive qu'il n'y a plus d'image, plus de son. Alors, quoi faire? Il faut savoir réagir dans des moments comme ça. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une nouvelle profession d'informaticiens qui se chargent exclusivement du bon déroulement sur le plan informatique des réunions de médiation. Et c'est peut-être une future profession aussi en Europe, parce que je suis convaincu personnellement que les parties adopteront la visioconférence. Au lieu de se lever à 5 heures du matin, sauter dans un avion pour arriver difficilement dans une capitale européenne vers 11h30 afin de participer à une réunion de médiation, ils souhaiteront très certainement refaire l'expérience de la négociation en ligne. Autre point, la médiation est un processus volontaire. Chaque partie pourra à tout moment y mettre fin. Ça s'est rarement produit dans des réunions entre personnes, peut-être en raison du déplacement, par respect à l'autre partie qui présente, etc. En visioconférence, il suffirait de presser Exit Button, le bouton de sortie pour quitter la réunion. Je dois dire, je ne l'ai pas vu jusqu'ici, mais nous n'avons pas non plus le recul pour pleinement apprécier cette éventualité. Et puis, la visioconférence diffère aussi une réunion en personne puisque les parties ne sont pas assises ensemble, de chaque côté de la table, avec le médiateur entre elles au milieu. Les parties sont tous mélangées sur l'écran de chacun et pas dans le même ordre. Ce n'est pas simple pour personne, mais cela pourrait se révéler même bénéfique pour la résolution des litiges puisqu'il n'y a plus de deux fronts. Rappelons-nous qu'en médiation, le médiateur invite les parties au bout d'un moment, au moins intellectuellement, mais certains aussi physiquement, de se mettre à la place de l'autre. Mais là aussi, nous n'avons pas le recul pour apprécier vraiment l'effet de ce phénomène technique sur un processus de médiation. Et le dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, dernier point, c'est la confidentialité. Elle est un peu plus complexe. Alors, classiquement, quand les personnes sont dans une salle, tout le monde est entré, on ferme les portes, c'est à huis clos. En visioconférence, il n'y a pas de huis clos. Une personne pourrait se cacher derrière un écran dans la même pièce à l'insu de tout le monde. En plus, certains logiciels comme Zoom, d'ailleurs, proposent l'enregistrement des échanges. Il convient, sauf accord des parties, à ce que le médiateur paramètre le logiciel, c'est à lui de le faire, de telle sorte que l'enregistrement des conversations et du chat soit rendu impossible. La médiation, c'est la confidentialité. En revanche, dans les apartés, il n'y a rien de spécial. Vous savez que les apartés sont particulièrement confidentiels. Le médiateur n'a pas le droit de rapporter quoi que ce soit, sauf exception à l'autre partie. Et puisqu'ici, il part aussi virtuellement dans les deux salles ou dans les 3 ou 4 salles, il n'y a aucune particularité apportée par la visioconférence. Mais il y a une troisième couche de confidentialité qui est délicate,
c'est celle à l'égard de la plateforme utilisée. Par prudence, les médiateurs recommandent de transférer des fichiers, si échange de fichiers doit y avoir, via des fonctions, non pas, pardon, via la fonction du chat, mais par email en dehors de la visioconférence, en dehors de la plateforme. Vous avez vu que la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre d'anomalies concernant les informations recueillies par Zoom. Il paraît que la toute récente version 5.02 tienne compte dans une large mesure de ces considérations. Mais nous ne pouvons rien dire à ce sujet. Merci, Laetitia. Merci Martin, je crois que c'était très complet. Et c'est peut-être le moment de passer justement aux questions de discussion. Il y a beaucoup de questions justement sur ce côté en ligne, sur Zoom. Est-ce que la CCI favorise cette plateforme? Est-ce que la CCI développe une plateforme? Est-ce que là, il y a une question justement sur les soins de cybersécurité? Est-ce que, Alia, vous voulez dire un petit mot peut-être pour commencer? Oui, en effet, la CCI et son centre d'audience, le Hearing Center, ils sont en train de mettre en place une plateforme sécurisée pour les audiences, alors les audiences d'arbitrage, mais aussi ça peut être des audiences d'expertise, de dispute board ou des sessions de médiation. Donc, je pense que le Hearing Center va fournir avec cette plateforme une assistance technique, des formations préalables, des tests pour faciliter l'utilisation de cette plateforme. Et bien sûr, je vous invite à lire la note d'orientation sur les mesures qui a été prévue par la CCI visant à atténuer les effets de la pandémie. Et aussi pour toute question relative à l'organisation des sessions virtuelles, à contacter notre centre d'audience qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Martin Juste un petit mot du point de vue pratique jusqu'ici. Effectivement, il y a des centres qui optent plus ou moins pour certaines solutions. Nous connaissons maintenant le point de vue et les initiatives qui sont excellentes de la ICC. Jusqu'ici, et je dirais dans l'urgence, parce que c'était quand même du jour au lendemain, les médiateurs ont proposé des plateformes. Parfois, c'est des partis qui voulaient imposer les leurs. Alors, il y avait des situations compliquées. Une société qui imposait Teams, pour ne pas les citer. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui voulait aller sur une autre plateforme. Le médiateur aurait préféré Zoom parce que ça permet vraiment de créer les breakout rooms et d'aller d'une salle à l'autre. Donc là, c'est compliqué. Et j'ai vu des médiateurs qui travaillent avec différents ordinateurs pour avoir chaque ordinateur une partie. Mais alors, du point de vue son, c'est compliqué. Il ne faut pas louper d'éteindre à gauche quand vous parlez à droite. Enfin, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des parties. C'est très bien qu'il y ait des logiciels qui fonctionnent. C'est très bien qu'il y ait des initiatives comme celle de la ICC pour développer quelque chose. Voilà. Merci Martin. Alors, d'autres questions tournent autour de la Convention de Singapour. Alors, est-ce que la Convention de Singapour a un impact sur la médiation? Est-ce que la CCI en assure-t-elle la promotion? Est-ce qu'elle va aider au développement de la médiation internationale? Qui commence sur le sujet? Ladies first. Alors moi, bon, bien sûr, la Convention de Singapour, c'est un instrument qui sert à promouvoir déjà la médiation internationale comme mode de résolution des litiges, et rien que pour cette raison, nous saluons sa mise en place. Alors, donner la force obligatoire à un accord des parties qui est issu de la médiation, il va certainement être un aspect qui va encourager les parties à opter pour la médiation. Cette convention offre un cadre juridique. Donc, et dans ce sens-là, elle rassure, je dirais, mais aussi, comme tout cadre juridique, elle peut donner lieu à des interprétations. Donc, on verra comment elle sera utilisée par les juridictions nationales lorsqu'elle entrera en vigueur en septembre de cette année. Jusqu'à présent, je pense qu'elle a été signée par 52 pays et ratifiée uniquement par 4. Donc, on verra ce que ça donnera. Martin? Oui. Alors, certains estiment que l'absence d'un tel mécanisme d'exécution jusqu'ici, à l'image un peu de la New York Convention en matière d'arbitrage, est une autre raison pour laquelle la médiation n'est pas retenue.
Il y a d'ailleurs des professeurs américains qui soutiennent que c'est la seule raison pour laquelle la médiation n'est pas retenue en matière commerciale. J'ai l'impression qu'il y a différentes philosophies, un peu entre common law et civil law, sur l'approche à avoir. Il est certain qu'il y a des domaines dans lesquels une telle convention peut être extrêmement utile, peut-être aussi dans les litiges de médiation impliquant des États. En revanche, il y a des secteurs où les parties sont, par exemple, très dépendantes, opèrent comme en construction. Ensemble, malgré le litige, ils sont quelque part liés. Dans ces secteurs-là, moi, je dois dire que jusqu'ici, et ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis médiateur, je n'ai jamais vu un accord négocié, l'accord des parties, qui n'aurait pas été exécuté. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Ça doit arriver, sinon on n'aurait pas réclamé une telle convention. Je pense que l'effet de la Convention de Singapour, c'est, comme disait Alia, de promouvoir la médiation, de la mettre un peu sur un pied d'égalité avec l'arbitrage. Si besoin est, il y a un moyen de recours pour exécuter, mais c'est avant tout, je crois, de rassurer. Vous investissez dans une médiation, vous avez un accord, et ben vous n'avez pas investi votre argent à fond perdu parce que le papier que vous avez, qui n'est qu'un contrat, vous pouvez l'exécuter directement. Ça peut apporter quelque chose. Merci, merci à vous deux. Alors, j'ai une question de Pierre qui demande si on voit une augmentation du nombre de clauses MED-ARB ou MED-ARB-MED, etc. Et si oui, dans quel secteur? Donc, je suppose que c'est plus pour l'institution. En tout cas, Alia, si vous voulez commencer sur ce sujet. Alors, oui, bien, je ne dirais pas qu'il y a une augmentation, je dirais que presque 90% de nos affaires sont basées sur des clauses MED-ARB. Alors, médiation d'abord et arbitrage ensuite, et c'est la clause D dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la plupart, en effet, il faut l'admettre, hein, quand les parties vont choisir d'appliquer, d'avoir une procédure de médiation CCI, c'est qu'elles ont déjà pensé à avoir un arbitrage CCI. Donc, je pense que c'est un peu, ça va ensemble. Alors, donc, je pense que c'est celle qu'on le voit le plus. Le reste, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Donc, une autre médiation qui viendrait après l'arbitrage, ce n'est pas encore d'actualité, mais peut-être que ça va être le cas dans les années qui viennent. Martin, vous voulez rajouter un mot sur ce que vous voyez de votre côté? Je souscris entièrement. Je vois ça en pratique. J'ai vu ça en pratique quand j'étais encore avocat, mais maintenant comme médiateur, oui, il y a des clauses qui prévoient ça, mais je ne peux rien rajouter. Allez, épuiser le sujet. Très bien. Alors, maintenant, la question, c'est comment devient-on un médiateur CCI? Alors, il n'y a pas de médiateur CCI. Moi, d'abord, il n'y a pas de liste, hein, contrairement à ce qu'on pense. Il y a, disons, pour chaque affaire, on va faire une nouvelle recherche, on va chercher le profil adéquat pour l'affaire. Donc, on ne forme pas de médiateurs, on ne certifie pas les médiateurs. Par contre, on a tendance en effet à mettre en place des médiateurs qui sont certifiés donc par d'autres institutions reconnues ou locales. Ça dépend vraiment de l'affaire, je dirais. La médiation reste très flexible, hein. Donc, on donne bien sûr la possibilité aux parties de choisir leur médiateur, mais quand c'est à nous de le sélectionner, en effet, on aura tendance à choisir un médiateur qui a de l'expérience au niveau international, mais bien sûr qui a toutes les qualités qui en sont requises par les parties. Des fois, c'est très compliqué, c'est des profils très spécialisés. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de médiateur CCI, il y a des médiateurs qui ont agi dans nos affaires. Martin en est un, on en a plusieurs et qui ont agi et peut-être que voilà, la chance sera donnée à la personne qui a posé la question si elle est certifiée et qu'elle a de l'expérience pour gérer ce genre de dossiers internationaux, d'agir comme médiateur dans nos affaires. Merci Alia.
Alors, j'ai une question assez pointue de Samuel, qui est avocat, médiateur et arbitre à Montréal, et qui demande s'il serait possible de lui faire part si vous connaissez, ce que vous connaissez quant au risque juridique de contestation au stade de l'homologation de la sentence arbitrale en raison d'une procédure de med-arb par la même personne, c'est-à-dire sans caucus pour éviter toute communication ex parte. C'est une question un peu pointue. Peut-être Martin, quelque chose de votre expérience? Là, je sais, il faudrait approfondir ça. Je ne peux pas répondre au pied levé, hein. C'est vraiment pointu. Oui. Alors Samuel, Et en plus, c'est plus l'arbitrage. Voilà, Samuel, comme d'ailleurs ceux qui ont des questions très pointues, je vous propose de nous contacter par l'email du centre et on pourra en parler au téléphone. Avec plaisir aussi. Voilà, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre webinaire, donc peut-être que un petit mot de conclusion peut-être de chacun. Martin, voulez-vous commencer? Oui, écoutez, je pense que cette crise va de façon importante changer les choses, accélérer la médiation, apporter un changement de culture. Je pense que les parties et les avocats vont faire l'expérience concluante de la visioconférence et qu'elle va nous accompagner aussi après cette crise, en espérant qu'elle sera bientôt terminée dans tous les pays de ce monde. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont rester, dont la visioconférence qui sera rentrée dans les mœurs. Aléa, un petit mot de conclusion? Oui, alors, moi je dirais pour ma part que cette crise nous rappelle l'importance des modes alternatifs de résolution des litiges. Les ADR se sont très vite adaptés à cette situation de blocage généralisé. Et je dirais que très peu de nos procédures, très peu de nos affaires ont été suspendues. La plupart ont continué virtuellement. Et la médiation est certainement, je dirais, un des modes les plus flexibles et les plus efficaces, car avec l'aide d'un médiateur, les parties décident par elles-mêmes comment et dans quelles conditions résoudre leur litige. Et personnellement, je ne peux qu'encourager l'utilisation de ce mécanisme. Bien, il me reste plus qu'à vous remercier tous deux. Il est temps maintenant de clôturer ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura intéressé. Comme je l'avais dit en introduction, vous pouvez également le revoir en replay. Et si vous avez des questions, parce qu'il y a eu de nombreuses questions, notamment assez pointues, n'hésitez pas à nous écrire sur l'email qui a circulé sur le chat, qui est l'email du centre, que le centre nous dispatchera les uns aux autres. Donc n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous répondre. Je vois que vous avez été nombreux à vous connecter d'un peu partout dans le monde. J'ai vu Colombie, États-Unis, Mexique, Italie, Portugal, Belgique, Tunisie, France, Brésil. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui et excellente journée.